Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui me semble assez importante en fait. Ce sont les 100 symptômes de l'anxiété généralisée, du trouble anxieux généralisé. Selon le DSM-4, le trouble anxieux généralisé est défini par 6 mois d'anxiété et des soucis persistants et excessifs. On trouve, selon la symptomatologie de Hardy en 1988, 78% de fatigue, 74% d'irritabilité, 74% de manque de concentration, 73% d'insomnie, 59% d'algie, 58% de palpitations, 50% de tremblements, 49% de mains moites, 43% de vertige et 41% de frissons. Le pourcentage correspond en fait au nombre de personnes, donc sur l'entièreté des personnes qui ont été interrogées ayant un trouble anxieux, qui ont donc ces symptômes. Donc pour toutes les personnes qui flippent des vertiges, parce qu'elles en souffrent au quotidien, comme moi, est-ce que je peux parler encore au quotidien aujourd'hui? Je pense pas, mais bon, bref, quoi qu'il en soit, c'était mon plus gros problème. Et ben on est quand même 43%, donc c'est quand même pas mal, donc voilà, déjà à ce niveau-là, on peut se rassurer, ça fait tout à fait partie du tableau symptomatologique du trouble anxieux généralisé. Alors, ça a été un petit peu compliqué puisque, donc comme je vous dis, j'ai répertorié plus de 100 symptômes. Certains vont être très proches les uns des autres, mais ils ont malgré tout une nuance, donc pour moi il était important de le spécifier. Donc je crois qu'on arrive à 107 symptômes. Donc évidemment tout le monde ne les a pas. Certaines personnes vont en avoir quelques-uns, mais pas tous. Certaines personnes vont peut-être en avoir même d'autres que je n'ai pas répertoriées. Là en fait, je me suis basée sur les choses que vous m'avez dites, les choses que j'ai moi-même ressenties. Il y a d'ailleurs un ou deux symptômes où j'étais pas sûre de les mettre dedans, je les ai mis au cas où, mais je me demande s'ils sont pas plutôt liés en fait avec les syndromes de sevrage des benzodiazépines. Donc voilà. Et ensuite, j'ai regardé sur internet quels étaient donc les symptômes les plus courants. Donc on arrive à 107, c'est quand même pas mal. Je les ai classés parce que sinon c'était le chaos total. Donc avec mon copain, on a essayé de les classer en en quelques catégories. Le premier, c'est la proprioception. Donc, la proprioception, c'est le fait de sentir son corps dans son environnement. C'est-à-dire, ça joue sur l'équilibre, ça joue sur tout ce genre de choses. Les symptômes physiques, parce que je sais que vous êtes très nombreux à psychoter à mort là-dessus. Donc comme la liste elle est méga rallonge, voilà. Ensuite sur le sommeil, parce que c'est quand même le sommeil a un rôle prépondérant en fait dans ces troubles-là. Donc ça me semblait important de faire une partie spécifique. D'ailleurs j'ai oublié un. Donc en fait on n'est pas à 107 mais à 108. J'y ai réfléchi cette nuit pendant que je ne dormais pas. Les troubles cardio-respiratoires, et enfin j'ai terminé par psychosocio-cognitifs. Donc en fait c'est les symptômes qui sont psychologiques, sociologiques, donc en fait ça peut être les incidences du trouble anxieux sur notre vie au quotidien, et cognitifs, donc là c'est les manières de réfléchir, d'appréhender, voilà. Donc on commence. Alors, petit 1, vertige, donc pas les vertiges rotatoires. Les vertiges rotatoires, généralement, sont le plus souvent liés vraiment à un trouble de l'oreille interne. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les troubles de l'oreille interne, comme les hydrops, comme les névrites, comme les labyrinthites, comme non, pas les labyrinthites, mais comme la maladie de Ménière, tout un tas de conneries, trouvent généralement, selon les recherches les plus récentes, leurs origines dans des problèmes dans notre vie au quotidien, un stress trop important, de l'anxiété, ce genre de choses. Donc, si vous avez ce genre de symptômes, donc les vertiges rotatoires, ça veut dire que la pièce tourne vraiment autour de vous. C'est comme si vous étiez à Disney, vous savez, dans les tasses à la con, là, et où en fait il y a tout l'environnement qui tourne autour de vous. Et ben c'est ce qui se passe pour les vertiges rotatoires. Là, je parle des vertiges non rotatoires, les sensations d'ébriété, où vous avez l'impression d'être... Voilà, vous devenez tout pâle. Ah, il y a ça aussi, la pâleur, ça fait 109. Je sais plus où je l'ai marqué, moi, à ce rythme-là. La sensation d'être étourdi, de ne pas se sentir bien.
Donc ça, c'est le premier point pour moi. Petit 2, donc on est toujours dans le proprioceptif, les sensations d'évanouissement. Donc ça vous arrive très souvent, on n'arrive pas trop à définir si c'est vertige, étourdissement, sensation d'ébriété, on va s'évanouir, machin et tout. Il y a très souvent ce type de sensation qui arrive. Une autre sensation qui est extrêmement désagréable et qu'on peut relier à la proprioception, c'est la sensation du sol qui se dérobe sous nos pieds. Donc on marche tranquillement et d'un coup on a l'impression qu'on va se casser la gueule en arrière ou en avant, ça dépend, mais que le sol n'est pas droit, alors qu'en fait il l'est complètement, c'est juste que nos muscles sont complètement tendus et donc ça part en couille. On passe ensuite aux symptômes physiques. Et j'ai complètement oublié les deux qu'il fallait que je marque. Ah si, juste un instant. J'en ai oublié. Bon, c'est pas grave. De toute façon, au bout de 107, franchement, je pense que si vous ne trouvez pas votre truc, c'est qu'il y a un problème. Donc, petit 4, on est à douleurs musculaires, nerveuses et myalgie. Myalgie, ce sont les douleurs. Petit 5, maux de tête, migraine, céphalée. Là, ça fait 2 jours que j'ai une putain de migraine. Elle décide de changer de côté une fois là, une fois là, une fois là, une fois là. Pourquoi? Parce que j'ai mal dormi, je me suis bloqué la nuque et donc, bah voilà. Ensuite, petit 6, les myoclonies. Donc en fait, vous savez, ce sont les tremblements au niveau de la paupière, comme que vous pouvez pas du tout maîtriser. Ça vous fait comme ça, tout seul. Vous avez l'air un peu con, mais voilà, ça fait partie des symptômes. Petit 7, les malaises. Donc là, c'est pareil, ça se rejoint un petit peu à la proprioception, les sensations d'étourdissement, d'évanouissement, de vertige, tout ça. C'est on n'est pas bien, on n'arrive pas à l'expliquer, on devient tout pâle. Ah bah oui, c'était pas l'heure. On devient tout pâle, on a le regard d'un zombie et on peut pas l'expliquer. Donc ça fait partie réellement des symptômes qui sont très 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 courants. Ensuite, petit 8, vous avez des carences. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec notre stress qui vient nous bouffer en permanence, eh ben, on se nique complètement notre énergie. Vu que psychologiquement et physiquement, on est en permanence à bout, on est en permanence en ébullition, en fait, on va dépenser trop d'énergie par rapport à ce que l'on aurait besoin. Donc en fait, on se retrouve très souvent avec des carences. Moi, par exemple, j'ai une carence très bizarre, j'ai une carence en vitamine B12, ce qui normalement est pour les véganes et les végétariens stricts, et ce qui n'est absolument pas mon cas. Et on n'arrive pas à trouver l'origine. Vitamine D, c'est normal, vu qu'on est en France, donc on a peu d'exposition au soleil, d'autant plus que je sors pas, donc c'est logique. Mais vous pouvez avoir des carences en fer, des carences en magnésium, des carences en tout plein de choses en fait. Vu que vous bouffez votre énergie de l'intérieur à cause du stress, et ben voilà, vous vous retrouvez carencé. Ça fait aussi que si vous avez des carences, eh ben, on arrive au point 9, donc vous êtes plus fragile face aux maladies, aux virus, aux rhumes, aux grippes, à tous ces trucs-là. Pourquoi? Parce que comme vous avez déjà dépensé toute votre énergie à essayer de vous calmer, à essayer de gérer vos symptômes, à essayer de gérer votre stress au quotidien, et ben, le problème c'est que il y a une fatigabilité qui s'est installée, et donc le problème c'est que bah, vous êtes beaucoup plus fragile et au niveau immunitaire. Petit 10, ça c'est quelque chose que vous me parlez très souvent. Moi ça m'est arrivé, mais c'était dans un cadre différent, c'est lorsque j'avais mon e-drops. Donc oui, je sais, comme je vous ai dit, c'est souvent lié, mais depuis le temps, moi ça s'est énormément calmé. J'en ai eu quelques-unes hier soir, mais je dirais pas que ça fait partie de mes problèmes majeurs. Mais ce sont les acouphènes et les bourdonnements d'oreilles. C'est quelque chose de très courant aussi au niveau des troubles anxieux, de l'anxiété généralisée, du trouble panique, de toutes ces choses-là. Donc les acouphènes, pour schématiser, on va dire que ce sont des sons qui sont plus aigus, et les bourdonnements, ce sont des sons qui sont plus graves. Il n'y a absolument pas de danger à ça. Je sais que des fois ça peut être extrêmement handicapant. Moi je sais que lors de l'épisode, donc c'était en 2013, ça m'avait fait perdre de l'audition, que j'ai récupéré par la suite, du moins de manière parcellaire, sur l'oreille droite. J'ai perdu un petit peu, mais ça je reviendrai après dessus. En fait, ce qu'il y a, c'est que il faut réussir à passer outre, à ne plus y penser. Plus vous allez psychoter là-dessus, plus vous allez les entendre et plus ça va être compliqué.
Vous pouvez utiliser, si vous voulez, par exemple le bruit blanc pour vous endormir si vos acouphènes ou vos bourdonnements d'oreilles vous gênent trop. Ça permettra de les noyer un petit peu, mais réellement la meilleure solution c'est de ne plus y prêter attention et au bout d'un moment votre cerveau en fait va de lui-même réussir à les dégager. Pas à les dégager au sens propre, mais en fait à faire que vous allez en faire abstraction, tout simplement. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose de très courant. Petit 11, hyperacousie. Ça, c'est extrêmement chiant. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous ne savez pas pourquoi, mais vous allez avoir en fait tous les sons qui vont être démultipliés. Je sais pas, genre, vous allez bouger vos assiettes, votre vaisselle et tout machin, vous avez l'impression que c'est une explosion atomique dans votre cerveau, il y a tout qui vient résonner et tout machin, comme si vous étiez bourré, alors que vous n'êtes pas bourré, j'ai pas bu depuis que j'ai 17 ans, bon, bordel de merde, j'en ai 33. Et donc ça va être une cacophonie à l'intérieur de votre cerveau. Lorsque vous allez sortir, c'est pareil, tout ce qui est le bruit de la foule, les voitures, tous ces trucs-là, tout ça, ça va être ultra violent. Donc l'hyperacousie, c'est pareil, c'est quelque chose de très courant. Petit 12, l'impression des oreilles bouchées, c'est aussi quelque chose de très courant. Alors, ne me demandez pas pourquoi, ça je ne saurais pas vous répondre. Il y a pas mal de choses en fait, je ne sais pas vraiment pourquoi. D'autres s'expliquent très facilement. Mais il y a des choses, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'avoir les oreilles bouchées? C'est un grand mystère. Ce qui se lie aussi à mon point 13, qui est la sensation d'écoulement de l'oreille dans ce qu'on appelle les otorrhées. Sans aucune raison, puisque normalement, les seules raisons pour lesquelles on peut avoir un écoulement au niveau de l'oreille, ce sont soit de la cérumen, c'est pas le cas quand, dans mon cas, c'est l'eau, donc c'est pas ça. C'est une otite, donc j'ai pas d'otite, je me rendrai compte quand même, ou alors à la suite d'un accident en fait, le liquide céphalorachidien qui se barre par l'oreille. Mais dans ce cas-là, rassurez-vous, si c'était le cas, je pense que vous vous seriez rendu compte, et en plus de ça, vous auriez un goût très sucré dans la bouche. Ouais, ça m'a paru très étrange, mais c'est mon kiné vestibulaire qui m'en avait parlé. Donc voilà, lorsqu'on a une fuite du liquide céphalorachidien, et ben on a un goût sucré dans la bouche. Ne me demandez pas pourquoi. Normalement, on a plus tendance à être salé d'après une autre étude que j'avais vue. Enfin, bref. Mais donc voilà, un écoulement de l'oreille, pareil, sans gravité, vous en faites pas par rapport à ça, c'est chiant, on a l'impression que l'oreille est mouillée, qu'on a été, je sais pas, prendre une douche, prendre un bain, à la piscine et tout machin, mais il n'y a pas de raison et je ne connais pas l'origine. Le petit 14, les troubles de l'audition, la baisse des basses fréquences. Alors ça, j'ai été très étonnée de le trouver sur d'autres personnes, puisque moi en fait, on a fait les tests, donc lorsque j'ai eu l'e-drops en 2000, oh putain je sais encore plus, en 2013, j'ai en effet perdu de l'audition au niveau de l'oreille droite, puisque c'est celle-ci qui a été touchée. Et donc en fait, j'avais perdu pas mal à un certain moment, et lorsque l'on a refait les tests plus tard, on s'est aperçu que j'avais en effet une baisse de l'audition dans les infrasons en fait. Ça ne me gêne pas du tout au quotidien. Peut-être qu'aujourd'hui c'est revenu à la normale, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, il y a ce truc-là. Et je ne suis pas donc la seule à avoir eu cet élément. Donc pourquoi, je n'en sais rien. Peut-être que notre cerveau décide de concentrer son attention sur les sons qui nous sont réellement utiles. Honnêtement, je suis incapable de vous dire, je sais juste que ça fait partie des symptômes, et non, je ne suis pas la seule à les avoir eus. Ensuite, le 15, trouble oculaire, sécheresse. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement chiant. Il y a ça, et un autre truc que j'ai encore pas mis, donc on arrive à 110. C'est alors la sécheresse oculaire, vous avez les yeux qui deviennent super douloureux, qui piquent, qui pleurent, qui machin, qui truc. Et je vais le mettre dans ce point-là, sinon je vais être complètement paumée au niveau des... Et le fait que vos yeux parfois ne sont plus du tout capables de faire le point. Donc ça, je pense que c'est une fatigue extrême au niveau de la vue. Et ça m'est arrivé il y a 2 ans lors du déménagement. Je ne voyais plus rien. C'est-à-dire en fait que j'ai une bonne vue. Je suis un peu hypermétrope et un peu astigmate, mais honnêtement, je n'ai normalement pas besoin de correction. Je crois que c'est 0,75, un truc comme ça. J'y connais pas grand-chose, honnêtement, dans le domaine de la vue. Il pleut comme vache qui pisse, c'est la galère. Bref. Et en fait, c'était
tellement, mais tellement gênant, je ne voyais plus rien. Alors je me forçais à essayer de faire le point parce que j'en avais besoin, on avait plein de choses, mais en même temps il y avait toute la poussière du déménagement, il y avait tout ça, on était très fatigués. En plus à ce moment-là, j'essayais encore un antidépresseur, c'était pas une bonne idée, hein, d'accord. Et, euh, et donc en fait je ne voyais vraiment plus, tout était complètement flou. Et j'arrivais des fois en me forçant réellement à faire le point. Ça durait quelques secondes, peut-être quelques minutes au grand maximum, mais c'était un effort énorme de ma part. Et, euh, et j'avais les yeux qui me faisaient mal, j'avais mis des gouttes, j'avais mis tout ça. Et en fait, pour être complètement tranquille, je mettais un masque de nuit même en pleine journée pour m'éviter d'utiliser ces putains d'yeux. Et franchement, c'est extrêmement handicapant parce que bah, sans la vue, et ben, on sait pas trop quoi faire. Donc, tout ce qui est lecture, tout ce qui est film, tout ce qui est machin, tout ce qui est, j'en sais rien, moi, broderie ou dessiner ou écrire, on peut pas le faire. C'est très 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 compliqué de gérer ça puisque ça servait à rien que je nique encore plus mes yeux. C'était déjà que ça a duré plusieurs semaines. Cet épisode-là, donc non. Mais ça, en tout cas, ça arrive. La fatigue extrême au niveau oculaire, l'impossibilité de faire le point et donc une sécheresse qui est liée. Euh, Petit 16, douleur derrière ou au-dessus de l'œil. Donc très souvent, ça va être ici ou alors à l'arrière. Donc c'est lié en fait aux céphalées, aux maux de tête, aux migraines, tous ces trucs-là. C'est quelque chose de très courant. Et ça fait très mal. Je sais, j'ai dû prendre des médocs depuis hier pour ça. Petit 17, baisse de la vue. Et bah oui, ça c'est super bizarre, comme je vous disais, avec le fait que les yeux ne pouvaient plus faire focuser. J'ai dû en fait, comme vous l'avez peut-être vu sur les vidéos, je sais pas, j'ai dû porter durant quelques temps l'année dernière mes lunettes. Ma vue a pas changé en fait, c'est toujours la même, mais il y a des moments, ma vue est tellement fatiguée, et je ne sais pas pourquoi, que je suis obligée de porter mes lunettes. D'ailleurs, je les ai reportées ces derniers jours. Elles sont quelque part, je sais pas où. Elles sont là. Donc ouais, il y a des moments en fait ma vue est tellement fatiguée, ça me crée tellement de migraines et tout ça que je reporte mes lunettes alors que ma correction est vraiment minime, mais ça me permet en tout cas d'éviter que les nerfs et les muscles, enfin surtout les muscles oculaires travaillent trop et donc me filent des douleurs oculaires, et des migraines, des céphalées, tout le genre de choses. Et ce qui est lié aussi avec les cervicales. Donc voilà, sachez en tout cas que oui, ça arrive, il y a des moments où je suis obligée de mettre mes lunettes parce que sinon je sais que je vais avoir des migraines pendant une semaine et ça c'est insupportable. Petit 18, la photophobie. Donc là on est comme l'hyperacousie, c'est-à-dire que d'un coup, sans aucune raison, vous allez avoir toutes les lumières qui vont vous agresser, mais de manière phénoménale. C'est-à-dire que vous, pareil, vous sortez dans la rue, il y a ces putains de phares, il y a ces putains de feux rouges, il y a... Et d'un coup, vous allez vous sentir, mais dans une boîte de nuit, vous allez vous sentir ultra agressé. Ça va être extrêmement violent au niveau de votre vue. Donc ça, c'est encore une des choses très courantes. 19. Les mouches dans les yeux, les auras, tous ces trucs-là, en fait. Les mouches dans les yeux, vous savez, c'est en fait des petites taches qui vont bouger à l'intérieur de l'œil. Donc en fait... Ah bah j'en ai une, ouais. J'y prête plus attention parce que c'est comme les acouphènes. En fait, au bout d'un moment, votre cerveau réussit à les éliminer. Pas dans la réalité, ça reste toujours là, mais à ne plus y penser. Les mouches n'ont rien de grave, ce sont juste en fait des petits corps morts qui sont à l'intérieur de vos yeux et donc qui se baladent. Voilà. Mais il n'y a franchement aucune gravité. Les auras, ça pour le coup, je parle pas des auras des migraines, donc c'est-à-dire les espèces d'hallucinations géométriques, très 70s, sous LSD, qu'on peut avoir. Non. Dans mon cas, par exemple, c'était il y a très longtemps par contre. En fait, une espèce de tache blanche en plein milieu du champ de vision, un peu irisée et qui partait et qui ne bougeait pas. C'était extrêmement désagréable et très chiant, mais ça a fini par partir. Parfois, quand mes yeux sont très fatigués, c'est possible qu'il y ait encore ce genre de choses, mais voilà, en tout cas, c'est le genre de choses qui peut arriver. 19. Les ongles et la peau sèche. Donc mes cheveux, c'est de pire en pire. Déjà que de base, ils sont extrêmement fins. Mais alors là, c'est la cata. Ma peau, c'est pareil. Et alors là, en fait, ça s'explique pour une bonne raison. C'est ce que je parlais un peu plus tôt, ce sont les carences.
les carences en fer. Donc moi je n'en ai pas au niveau des prises de sang, c'est pas visible, ou alors ils les ont pas utilisées, j'en sais rien, je m'en fous. Mais oui, en tout cas, ça vous esquinte les cheveux, ça vous esquinte la peau, tout est très sec. Donc voilà. De toute façon, de base, j'ai la peau très sèche, mais les cheveux, par contre, avant étaient normaux, voire à tendance grasse, et c'est absolument plus le cas. Je suis obligée d'utiliser les shampoings pour cheveux extrêmement frisés. C'est vachement le cas, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, ouais, ça joue sur la peau, les cheveux, et aussi sur le point 21, les ongles cassants. Donc là, vous voyez, j'ai pas grand chose. Je sais que des fois, j'ai les ongles qui sont comme ça. C'est parce que j'utilise pour le coup des soins et puis j'évite de me les ronger. Mais bon, ça dépend des moments. Et des merdes de la vie, oui. C'était. Donc là, c'est pareil en fait. C'est lié à vos carences, c'est lié aux vitamines qui sont malheureusement trop vite utilisées pour essayer de gérer ce que le corps peut faire. Et donc, vous vous retrouvez avec les cheveux, la peau et les ongles qui déconnent. C'est quoi? C'est les femelles? Non, c'est pas les femelles. Phalènes. Ah, ça doit être les phalènes, oui. Bref, tout ce qui est à base de kératine et la peau. La peau est composée de kératine. Mais il y a un truc qui est quand même entre les trois. Bref, on s'en fout, c'est pas le principe. 22. Prise ou perte de poids. Donc, la perte de poids, c'est parce que tout simplement, quand on est stressé, on mange pas, tout simplement. Enfin, dans mon cas, c'est ça en général. Sauf ces derniers temps, je bouffe comme une vache. En un an, j'ai pris 7 kilos. Si, je sais pourquoi, c'est parce que je suis sous Valium. Mais généralement, je fais des pertes de poids phénoménales, ce qui ne m'arrive plus ces derniers temps. Mais donc voilà, la perte de poids, parce que quand on est contrarié, quand on est stressé, quand on est machin, on a autre chose à penser que de bouffer. Et donc l'estomac se coupe et voilà, on mange pas. Mais la prise de poids, pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on est trop stressé, on va créer énormément de cortisol, qui est en fait l'hormone du stress. Et cette hormone a tendance à nous faire grossir. Voilà, tout simplement. 23. Dysphagie, les troubles de la déglutition. Donc c'est en fait quand vous avez du mal à avaler. Bah oui, quand on est contrarié, on a la gorge serrée, donc on a du mal à avaler. 24. 24 et 25, on va dire qu'ils sont liés. Les nausées, parce que vous êtes contrarié, parce que justement vous n'arrivez pas, machin, et les vomissements. Donc les vomissements, ouais, dans mon cas, jusqu'à 10 fois par jour à certains moments, ce qui explique l'état de mes dents. Voilà. 26. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus général et qui dépend des moments, qui dépend des personnes. C'est le syndrome du côlon irritable. Donc, vous connaissez, hein, c'est le transit qui déconne. Donc, soit ça va trop vite, donc ça fait diarrhée, soit constipation quand il est trop lent. Il fait ce qu'il veut, j'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait, c'est pas grave, on laisse faire. 27, c'est lié avec le côlon irritable, mais ce sont les ballonnements. Bah ouais, vous êtes stressé, vous bouffez de l'air, ça fait de l'aérophagie, puisque aérophagie c'est aéro, air, et phagie, manger. Donc mangez de l'air, et donc vous vous retrouvez avec plein d'air dans le bidou. Voilà. 28, crampes et brûlures d'estomac. Quand vous êtes contrarié, on disait avant souvent que les ulcères d'estomac étaient liés au stress. On s'est aperçu que ce n'était pas le cas et que c'est lié avec l'hélicobactère. J'ai oublié la fin. Bref, donc c'est que ce n'était pas le stress qui causait ça. Pareil que le piment ne cause pas d'ulcères et ce genre de choses, mais quoi qu'il en soit, oui, il y a bien des trucs qui déconnent lorsqu'on est stressé au niveau de l'estomac. Donc voilà, vous avez des douleurs ici, et ça brûle, et puis machin, et puis tout. Le 29 qui est relié, ce sont les reflux gastriques. Donc là, c'est pareil, vous avez des remontées acides, donc soit des mauvais goûts dans la bouche, soit des brûlures derrière le sternum, qui peuvent être très, très, très douloureuses, hein, qui peuvent vous créer des problèmes au niveau des dents, mais aussi au niveau des sinus, parce qu'en fait, l'acidité remonte et donc vient vous agresser à ce niveau-là. Et donc, ça peut être très douloureux. Le 30, ça c'était pas moi, mais bon, ça j'ai bien connu. Mon ex-meilleur ami qui avait le même genre de problème. La vessie irritable, donc ce sont des besoins impérieux, c'est-à-dire que le soir, lorsque l'on se couchait, elle allait 5 ou 6 fois, je ne sais plus exactement, pisser. Donc c'est, j'ai envie de pisser, il faut y aller tout de suite. Donc ça m'arrive aussi, ça arrive à tout le monde, puisqu'on dit c'est pressé comme une envie de pisser. Oui, bien
sûr, mais donc il y a plus ces tendances-là lorsqu'il y a de l'anxiété. Le 31, les paresthésies. Donc les paresthésies ce sont les fourmillements. Vous savez par exemple si vous restez assis sur vos genoux depuis trop longtemps, c'est d'ailleurs ce que je fais, donc je vais en avoir tout à l'heure, vous avez des fourmis dans les pieds. Et ben c'est ces sensations-là qui peuvent, dans les cas de l'anxiété, se retrouver derrière le crâne. Donc ça, ce sont les céphalées de tension qui viennent se mettre ici. Donc ça fourmille là comme ça, c'est très désagréable. Le long du nerf d'Arnold et du trijumeau. Enfin surtout à la jonction entre les deux, ici. Vous pouvez en avoir dans les mains, dans les pieds, dans les lèvres. Ce sont des sensations pas vraiment fantômes, mais c'est pas des sensations graves en tout cas. Vous inquiétez pas par rapport à ça. C'est très 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 court. 32, le prurite. Donc ça c'est le grattage. Vous savez quand vous êtes piqué par une bestiole et que ça vous gratte, oui bah là il n'y a pas besoin de bestiole en fait, ça vous gratte tout seul, sans aucune raison, ça gratte. Le 33. Et les autres sont liés aussi en fait. Ce sont les bouffées de chaleur. Non, on n'est pas encore à la ménopause. Surtout pour messieurs, vous ne serez pas à la ménopause. Potentiellement l'andropause, mais je ne sais pas s'il y a des bouffées de chaleur avec ça. Mais quoi qu'il en soit, très régulièrement, ça arrive que d'un coup je... Oh, putain, il fait super chaud. Mon cœur, est-ce qu'il fait vraiment chaud? Non, 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 on gèle le cul. Ah bon, d'accord. Donc voilà, des bouffées de chaleur, ça arrive très souvent. Le 34 qui est donc lié, ce sont des sueurs importantes. Donc on se retrouve à avoir super chaud, donc bien évidemment on transpire. Mais par contre, évidemment, en pleine canicule, je ne transpire pas du tout. C'est super logique. Ça, je sais pas si c'est tout le monde ou si c'est juste moi qui suis mal foutu, mais voilà. Le 35, c'est l'inverse, les frissons. Mon cœur, il fait super froid. Tu rigoles, on est en train de... Aussi les spasmes, par exemple, lorsque vous êtes couché et que d'un coup, vous sentez votre jambe qui fait... Okay. Ça, c'est aussi super court. Le 40. Ah, j'ai oublié la fin du terme latin. Alors, je sais que c'est globus, ça j'en suis sûre, mais je sais plus si c'est hystéricus ou hystériculum ou hystéricus. C'est en fait la sensation de boule dans la gorge. Donc c'est pas tout à fait la même chose que la dysphagie. Là c'est réellement, c'est pas un trouble de la déglutition, mais c'est la sensation en fait qu'ici vous êtes bloqué. Donc ça c'est pareil, c'est très gênant, mais ce n'est pas grave. Les engourdissements, vous savez lorsque par exemple vous dormez sur votre bras et que vous vous réveillez le lendemain matin et ma main est toute morte. Ça arrive aussi, pas à ce niveau-là, mais pareil, le fait de ne pas forcément sentir à un moment sa main, son pied, son machin, ouais, ça peut arriver, c'est pareil, il n'y a rien de grave. De toute façon, dans tout ce que je vous lis, il n'y a rien de grave, c'est juste relou. 42, les tensions musculaires. Alors ça, par contre, c'est beaucoup plus relou, parce que, dans mon cas, par exemple, je me bloque en permanence, ici, entre les... dans l'eau. Et le muscle sternocléro-mastoïdien, donc ici. Et donc le problème c'est que ça fait ce qu'on appelle des points gâchettes, des trigger points je crois. Donc en fait vous savez c'est les nœuds musculaires que l'on a, que les masseurs essayent tant bien que mal de nous faire partir. Et malheureusement c'est généralement ces endroits là qui reviennent régulièrement. Donc vu que l'on est toujours très contracté, ce qui se passe c'est que on va trop utiliser donc ces muscles et surtout mal et donc ils vont se coincer. Donc ça explique ça. 43, c'est donc lié à ce que je vous disais, comme on est tendu, on prend des mauvaises positions, on va mal regarder, on va mal se pencher, on va pas lever la tête, on va pas être bien, qu'on va se refermer sur soi-même, et donc très souvent on a des douleurs cervicales. Dans mon cas, ça a été inversion de la lordose cervicale, ce qui n'est pas grave en soi, en fait, il n'y avait pas du tout de problème au niveau physique, c'était vraiment, enfin, si, physique, mais il n'y avait pas de lésions ou ce genre de choses, mais en fait, ma nuque était tellement raide à cause de la tension musculaire que, normalement, le cou est censé être en U comme ça, en fait. Et dans mon cas, c'était droit comme un I, parce que j'étais tellement contractée que... voilà, j'avais perdu la position normale des cervicales. C'est revenu lorsque j'ai réussi à enfin me calmer. 44, douleur dans les tempes et dans la mâchoire. Bon là c'est pareil, hein. Si vous serrez ici, ça a tendance à remonter là vu que vous avez le trijumeau, donc c'est le nerf
qui fait toute cette zone-là. Donc si vous êtes contracté, vous allez avoir tendance à faire trop travailler le muscle et donc ça va jouer sur les nerfs et donc ça va vous faire des douleurs au niveau facial. 45, on est toujours au même point. Mâchoire contractée et bruxisme. Le bruxisme, moi, c'est quelque chose que je ne peux pas. Je peux pas les faire bouger comme ça. C'est pas possible en fait. Par rapport à ma mâchoire, par rapport à l'implantation des dents, je ne peux pas. Mais oui, la mâchoire qui est très coincée, ça m'empêche de parler. Il y a des moments lorsque je suis vraiment en crise. Et donc pour beaucoup de gens, le bruxisme, donc c'est le fait de grincer les dents la nuit. Voilà. 46. Les règles plus douloureuses. Là, c'est pareil. Tout ça, c'est parce que comme on est stressé, on va avoir tendance à contracter nos muscles. Et donc, plus on va contracter nos muscles au niveau du bas-ventre, au niveau de tout ça, et puis les spasmes aussi que ça crée, nos règles vont être plus douloureuses. 47. Douleurs ou problèmes gynécologiques ou sexuels. Donc, les douleurs pendant les rapports ou alors durant les règles, ce que je disais au point d'avant. Pour les hommes, ça peut être des problèmes d'érection, ça peut être pour les femmes des problèmes de lubrification intime, ce genre de choses en fait qui va jouer. C'est normal en fait si vous voulez, lorsque l'on est anxieux, que je rappelle quand même le DSM-4, l'anxiété généralisée, c'est 6 mois d'anxiété et de soucis persistants excessifs. Vous avez autre chose à penser que de bander ou de mouiller si vous avez 12 milliards de conneries en tête et qu'en plus vous avez des douleurs partout. Donc voilà. Donc ça va faire potentiellement du vaginisme, ce genre de choses, parce que bah ouais, votre corps n'est pas préparé et a d'autres choses à penser et ne se focalise pas. Je vais tourner un petit peu, sinon je vais... Voilà. Il y a la lumière qui vient m'attaquer. Donc voilà. Le 48, c'est la diminution des capacités physiques. Je me suis rendu compte que au fil du temps, oui, j'étais beaucoup moins énergique que par le passé. Donc, on a tendance à se fatiguer plus vite, à avoir plus de douleurs. Mais comme je vous dis, comme on a des contractions en permanence, comme on est obligé de gérer sa proprioception, de gérer plein de choses qui déconnent en même temps, et bah c'est évident. Et puis qu'on a des carences et tout ça, c'est évident que c'est plus difficile d'avoir des capacités de marathonien. Donc voilà. 49. Alors ça par contre, je ne sais pas si ça touche beaucoup de gens ou si c'est juste les personnes qui sont en sevrage. Que ce soit... Alors normalement c'est principalement avec les antidépresseurs, donc avec le syndrome des antidépresseurs ou le syndrome sérotoninergique. Donc antidépresseurs, certaines drogues comme les amphétamines, la prise de benzodiazépines, bref, tout ce qui joue sur les récepteurs GABA du cerveau. En fait, les brain zaps, moi, je ne savais pas ce que c'était avant. J'ai mis très longtemps avant de découvrir ce que c'était au niveau médical. Donc j'appelais ça des vols d'âme. En fait, pendant l'espace de quelques secondes, d'une fraction de seconde, je ne sais même pas le nommer, vous voyez plus rien, vous êtes dans le noir, la réalité n'existe plus, vous-même n'existez plus, et c'est comme si vous aviez un choc électrique à l'intérieur du cerveau. Donc, moi généralement ça me prend comme ça, mais si je devais le dessiner, puisque je l'ai déjà fait, on m'a demandé de le faire, c'est comme si ça rentrait par les yeux et que d'un coup ça sortait par en haut. Ça vous retourne complètement. Donc ça, je ne sais pas si ça touche tout le monde ou si c'est vraiment moi à cause du sevrage ou à cause de la prise de benzodiazépine. Donc ça, je le mets un peu entre parenthèses puisque je suis pas sûre à 100% du truc. 50. Hypersensibilité aux médicaments, aux aliments et tous ces trucs-là. Alors ça s'explique. Je pense que vous connaissez le principe du placebo, c'est-à-dire que c'est par exemple un médicament où il ne va y avoir aucune molécule qui va pouvoir vous traiter, mais on va vous le donner et comme vous croyez à son pouvoir, ça va fonctionner. Mais ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'il y a l'effet inverse, ce qu'on appelle l'effet nocebo. C'est-à-dire que voilà, on va vous donner un médicament, par exemple, ou pareil, il n'y a rien dedans. Mais en fait, vous savez qu'il y a potentiellement un risque, parce qu'il y a des effets secondaires, parce qu'il y a des machins, parce que trucs. Et en fait, votre cerveau va donc faire « Oh, bah des rétros, je n'en veux pas ». Et va vous filer tous les effets secondaires. Donc en fait, vous allez être beaucoup plus sensible parce que vous allez avoir tendance à vous méfier de tout et n'importe quoi. Et
Et donc voilà, donc c'est le principe inverse du placebo, c'est ce qu'on appelle le nocebo. Donc vous allez être beaucoup plus sensible. Sans doute qu'il y a aussi d'autres raisons, sans doute plus physiologiques, mais en tout cas au niveau psychologique, le principe du nocebo est très important. Le placebo, pour en avoir parlé avec mon médecin, m'a dit qu'il travaillait depuis 20 ans dessus et que l'effet placebo, on ne comprend pas exactement comment c'est possible, mais ça fonctionne réellement. Encore faut-il croire aux choses. Personnellement, je ne crois absolument pas à l'homéopathie. Vous pourrez m'enfiler des tonnes, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Je n'y crois pas. Donc c'est comme ça pour plein de choses. Je crois en très peu de choses. Donc le problème, c'est que l'effet placebo ne marche pas. J'ai plutôt tendance à faire au secours, j'ai pas envie de prendre ce truc-là parce que ça me rend malade. Et évidemment, je suis ni malade. Le 51, dysphonie, ce sont les troubles de la voix. Donc vous allez souvent avoir l'impression d'avoir des sécrétions à l'intérieur de la gorge, non pas à l'extérieur. La voix qui va se casser, la voix qui va... Des modifications au niveau de votre voix, en fait, tout simplement. Le 52, j'aurais dû le classer un peu plus haut, mais bon. Ce sont les difficultés d'adaptation aux températures. C'est donc, comme je vous disais, par exemple, par rapport à la maladie de Raynaud, ou par rapport aux bouffées de chaleur, ou par rapport à tout ça, on va avoir tendance à avoir beaucoup de mal à s'adapter soit aux hivers très rigoureux, soit par exemple aux canicules qu'on a en été. Alors, je sais que ça touche tout le monde, mais nous, c'est encore décuplé. On a déjà tellement de choses à essayer de gérer. Aïe, j'ai eu un espèce de brain zap. Pardon, c'était un micro truc. On a déjà tellement de choses à s'occuper dans notre corps, en fait, à essayer de canaliser notre énergie, que en fait, on a beaucoup de difficultés à gérer les changements de température qui vont parfois être très brusques, en fait. Donc, faut prévoir. Moi, par exemple, je sais que j'ai dû investir dans une vraie climatisation, ce qui est bien parce que ça a sauvé la vie du furet l'année dernière, mais parce que lors des canicules avec 36-38 degrés, je ne peux absolument pas rester comme ça. Je démultiplie les crises de panique et les crises d'angoisse, je n'arrive pas à respirer, j'étouffe, je suis extrêmement mal, vraiment extrêmement mal. 53. Alors, ça c'est deux éléments, mais sinon j'allais arriver à 200, donc c'est un peu contradictoire et en même temps c'est la même zone, donc je l'ai mis ensemble. Vous avez l'hypersalivation et la bouche sèche. Dans les... Je retourne encore. Mon arbre est mort derrière, je sais, il est ridicule. Enfin, il est mort seulement en haut, en bas, il est en train d'être vivant et de pousser comme ça, mais pour l'instant, il n'est pas joli, mais c'est pas grave. Donc, hypersalivation et bouche sèche. Et en fait, ce qu'il faut savoir, je suis tombée sur un très vieux bouquin de médecine de psychosomatique des années 70, où c'était destiné aux médecins généralistes, et pour leur apprendre justement quels étaient les potentiels problèmes que pouvaient avoir les gens anxieux. Et en fait, il disait le tartre. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour les personnes anxieuses, on va avoir une hypersalivation très régulière, et ça va causer du tartre. Donc il y a ça à en prendre en compte. Et évidemment, lorsque l'on fait des crises de panique, on a la bouche toute sèche. Donc voilà, ce sont les deux faces d'une même pièce en fait. Mais en tout cas, oui, ça cause du tartre. Le sommeil. J'ai fini le côté physique, c'est cool. Le sommeil. Donc, point 54, insomnie. Donc 3 types. Il faut savoir que l'insomnie, on a généralement tendance à penser qu'il n'y en a qu'une sorte. Vous avez l'insomnie primaire, donc celle où on a beaucoup de mal à s'endormir, mais c'est pas la seule. Vous avez deux autres types d'insomnie. Vous avez l'insomnie qui fait que vous vous réveillez en plein milieu de la nuit et que vous avez beaucoup de difficultés à vous rendormir, voire vous n'y arrivez pas. Et l'insomnie matinale, ce qui fait qu'en fait vous vous réveillez de manière précoce. Et là, vous pouvez vraiment pas vous rendormir. Donc ces trois types d'insomnie sont très courants dans le trouble anxieux. Vous avez aussi, là c'est donc pour le deuxième type d'insomnie, les réveils nocturnes avec effroi. C'est-à-dire que vous vous réveillez et que d'un coup vous êtes en pleine crise d'angoisse, donc en pleine crise de panique et c'est l'enfer. Donc ça en fait partie. Un point que j'avais, qui n'a pas de numéro parce que j'ai pensé cette nuit, qui est normalement 108, là si je suis mon truc, mais ça va pas le faire, c'est que vous avez un sommeil extrêmement léger. Je sais qu'auparavant, mon copain s'était foutu de ma gueule, on habitait chez lui, et on était au 2e étage.
dans un tout petit studio. Et à un moment, toute la matinée, je ne sais pas pourquoi, il y avait un marteau-piqueur juste en dessous de la fenêtre qui avait défoncé la dalle en béton, je sais pas moi, il m'avait dit pendant 2 heures, un truc comme ça. Et ça ne m'avait strictement pas réveillée. J'avais un sommeil de plomb, mais vraiment de plomb, je dormais 10 à 12 heures par nuit, enfin... J'ai toujours dormi très mal, c'est-à-dire que je m'endors toujours très 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 tard, voire parfois très 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 tôt. Mais par contre, en général, lorsque je dormais. Mais sinon, je suis insomniaque primaire depuis que je suis bébé. Voilà. Mais donc à ce moment-là, quand je dormais, j'étais morte. Hein. C'était pas compliqué, je dormais. Et en fait, à partir du moment où j'ai décompensé, donc où mes troubles anxieux sont réellement apparus, j'ai été obligée de dormir avec des boules caisses. Et depuis, je ne peux pas dormir sans boules caisses. Et même avec cette putain de boules caisses, ça change pas que le moindre bruit me réveille et le moindre mouvement me réveille. Et j'ai un sommeil qui est extrêmement léger et souvent rempli de rêves. C'est très fatigant. Mais ça amène à la suite. Le 55, c'est l'hypersomnie. Vous pouvez faire de l'insomnie et en même temps de l'hypersomnie. C'est-à-dire que vous allez avoir des mauvaises nuits, donc vous allez avoir du mal à vous endormir, ou vous allez vous réveiller en plein milieu, vous allez vous réveiller trop tôt, mais vous pouvez aussi avoir de l'hypersomnie, c'est-à-dire que vous allez beaucoup dormir. Ce qu'on associe très généralement avec la dépression. Mais vous allez dormir comme ça en plein milieu, sans aucune raison, parce que vous êtes crevé. Hier soir, j'avais prévu de faire ma vidéo, et à 19h, je m'allonge sur le canapé, mon copain allait sortir, il regarde les Simpsons, et puis je fais, oh mon cœur, tu sais quoi, je crois que je ferai les vidéos plus tard, parce que là, franchement, il me fait, ok, je pars dans 10 minutes. Je me dis, bon, c'est pas grave, je vais me rendre compte quand tu vas partir. Ah, je me suis réveillée 1h30 plus tard, pardon, c'était pas une très grande sieste cette fois. Ah bah, il était parti. Il était complètement parti, il était en plein milieu de concert, donc non, bah oui. Ça peut arriver comme ça, les siestes intempestives, le sommeil intempestif, la sensation, le besoin vraiment de dormir maintenant tout de suite, c'est aussi quelque chose de très présent. Le 56, ce sont les rêves et les cauchemars. Alors je sais que moi ça dépend des périodes. Les cauchemars pas tant que ça, mais les rêves, oui, et ça m'épuise sincèrement. Je déteste ça. J'ai l'impression d'avoir passé ma nuit entière à rêver. Donc c'est la phase de sommeil paradoxal qui est très présente ou qui, je sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Mais ça fait 2 ans, là je dirais, que mes rêves sont... Puis en général ils sont pas cool en plus. Ils sont complètement tordus et je comprends pas la logique et je déteste ça. Mais donc voilà, rêve et cauchemar c'est très très présent. Donc là c'est le point 56. Point 57. Fatigue importante et épuisement. Oui, bah on a trop de choses à lutter, donc si vous voulez, ça nous épuise, que ce soit à réfléchir pour essayer de trouver des solutions, que ce soit pour notre problème de santé ou que ce soit pour nos problèmes de la vie de tous les jours, ou pour l'énergie qu'on va dépenser pour essayer physiquement de calmer le truc. Donc on est épuisé. 58. Fatigue au réveil. Pourquoi? Tout simplement parce que le sommeil n'est pas réparateur, parce qu'on est en hypervigilance, donc ce que je vous expliquais, il est très facile de se réveiller en un claquement de doigts. Les insomnies primaires, tertiaires, secondaires, quaternaires, j'en sais rien, bref, ce que vous voulez. Je sais pas si elles portent exactement un nom, peut-être qu'il y a... Bon, on s'en fout. Peut-être qu'il y a insomnie hypnagogique, donc ça c'est avant la phase de sommeil, bref, je sais plus. Donc voilà, sommeil non réparateur, donc le matin vous vous réveillez, vous êtes encore plus crevé quand vous êtes couché. Donc, et ça va pas vous lâcher. 59. Trouble du rythme... oui, c'est ça. Trouble du cycle circadien. Donc, en fait, le cycle circadien que vous pouvez gérer avec la mélatonine, qui est une hormone en fait naturellement présente dans le corps et que vous pouvez trouver, par exemple, normalement c'était pour les personnes âgées de plus de 50 ou 60 ans, puisque avec l'âge, en fait, on a de moins en moins de mélatonine à l'intérieur de nous. Et ça fonctionne par stock en fait. Au bout d'un moment, si notre stock est trop bas, on peut le faire remonter. Mais au bout d'un moment, on ne pourra plus. Voilà, le stock est plein. Donc à la base, c'était pour les personnes de plus, je crois, de 65 ans, un truc comme ça, puisque à cet âge-là, le sommeil est de moins bonne qualité, moins réparateur, et donc l'hormone est moins présente. Ça a été utilisé pour le jet lag, le décalage horaire, donc les personnes qui voyageaient avec le travail. Et désormais, lorsque l'on se fait prescrire de la mélatonine par un médecin, le seul moyen en fait de se le faire rembourser, d'après ce que m'a dit ma mère,
En fait, ce sont pour les enfants autistes. Je ne savais pas qu'il y avait ça qui était lié. Mais en tout cas, oui, chez les enfants autistes, il semblerait qu'il y ait des gros troubles du sommeil. Et donc la mélatonine est le traitement le mieux, vu qu'il n'y a pas de dépendance et que c'est quelque chose de naturel. J'essaie de pencher un peu si j'y arrive. Hop. Alors ensuite, on passe au cardio-respiratoire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui psychotent avec ça, mais en fait, il n'y a rien de grave. Hein. Vous n'allez pas faire une crise cardiaque. Hein. Donc, 60, essoufflement. Donc, évidemment, difficulté lorsque vous montez un escalier. Vous avez fait 12 marathons avant, non, mais c'est quand même la sensation que ça donne. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas respirer, tout simplement. En fait, on a une respiration haute, une respiration au niveau de la cage thoracique, et pas du tout ventrale, alors que c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. On respire mal, et donc ça fait... 61, les palpitations. Et 62, la tachycardie. Donc ça, c'est lorsque votre cœur se met à aller très très fort et que vous sentez en fait les battements cardiaques, alors que normalement on ne les sent pas. Donc en général, il n'y a pas de dangerosité. Dans certains cas, ça peut l'être. Donc si ça monte réellement très très haut, je vous conseille quand même de voir avec votre médecin. Et surtout si ça revient régulièrement, mais généralement, c'est pas dramatique. Mais demandez quand même si vous avez trop d'inquiétude à ce niveau-là. Parfois, vous avez l'impression d'étouffer, comme je vous disais tout à l'heure, lorsque, par exemple, il fait très chaud. Là, par exemple, il fait chaud, on est obligé d'utiliser le chauffage oral. Je suis en train de... Bref. Donc, la sensation d'étouffement, de manquer d'air, de ne pas réussir à trouver suffisamment d'air. Donc ça, c'était le point 63. 64, d'après ce que j'ai pu lire, donc moi, ça me le fait pas vraiment, ou alors c'est un peu bizarre, donc je vous en parlerai pas. Mais c'est l'apnée du sommeil. Donc l'apnée du sommeil qui fait aussi qu'on a un très mauvais sommeil et qu'il est encore moins réparateur. Donc c'est le fait de ne pas respirer durant quelques instants lorsque l'on dort. Souvent c'est aussi d'ailleurs un ronflement. Mais donc il semblerait que ce soit assez courant dans les troubles anxieux. Pourquoi? Ça par contre je ne saurais pas vous dire. 65, douleur intercostale empêchant la respiration profonde. Douleur intercostale, c'est douleur entre les côtes, donc ça c'est toujours musculaire en fait. Vous êtes complètement crispé, donc ça fait des douleurs. Et donc le problème, c'est que comme vous êtes complètement tendu, c'est difficile de respirer convenablement. Donc vous avez encore plus une respiration haute, ce qui fait que vous faites encore plus de l'hyperventilation, encore plus d'essoufflement, d'étouffement et toutes ces conneries. 66, oppression au niveau de la poitrine. Donc là, c'est encore pareil que celle d'avant. C'est en fait plus ici. Vous avez l'impression d'avoir un poids là. Et donc, c'est difficile de respirer. Un peu comme quand on fait de l'asthme, en fait. Ça vous appuie ici et voilà, c'est difficile. Le point que j'ai pas rajouté parce que je l'avais oublié, mais c'est donc la pâleur. Bon, je sais que moi je suis pas la longueur d'année, que ça change pas que je sois revenue de vacances ou pas, on s'en fout, je suis toujours de la même couleur. Mais je suis en couleur plus pâle lorsque je fais des crises. En fait, il y a tout mon sang qui se barre. Comme pour les extrémités, pour les mains et les pieds, en fait. D'un coup, je deviens encore plus translucide que d'habitude. Donc ça, c'est aussi quelque chose de normal. Ensuite, on passe au psychosocio-cognitif. Là, c'est un peu... J'ai mis tout ensemble parce que sinon, c'était trop compliqué. Le 67, hypervigilance. Donc ça, c'est au niveau des situations, au niveau des sensations corporelles, au niveau des relations. C'est-à-dire que l'on va prêter attention aux moindres détails en permanence, même inconsciemment. Et ça va nous faire sursauter, ça va nous réveiller, ça va nous pourrir l'existence. 68, là, je pense que tout le monde attendait qu'on arrive là. Crise d'angoisse, crise de panique et potentiellement crise de tétanie. J'ai fait les 3, donc j'ai inclus tétanie aussi. Je sais que certains vont pas être d'accord pour l'inclure dedans, d'autres vont être d'accord. Démerdez-vous, engueulez-vous si vous voulez. Moi, je sais ce que j'ai vécu. Je parle là, donc, de mon cas. J'inclus pour moi les crises de tétanie. Donc les crises d'angoisse, pas besoin de le dire. Vous avez l'impression que vous allez vous évanouir, vous n'arrivez plus à respirer, vous n'arrivez plus à regarder, vous avez à peu près quasiment tout ce que j'ai dit auparavant qui vient se mettre à ce moment-là. Et vous avez le point 68 prime, on va dire, la sensation d'une mort imminente. Et ouais, la première fois, vous avez l'impression que vous allez crever sur place. Pourquoi? On ne sait pas, mais voilà. Mais rassurez-vous, personne n'est jamais mort de ça. Hein. Ça risque pas d'arriver.
69, c'est l'asthénie. Alors l'asthénie, c'est quelque chose de différent de la fatigue classique. L'asthénie, c'est la fatigue intellectuelle, la fatigue telle qu'on le conçoit au niveau de la dépression. C'est lorsque vous n'avez plus envie de rien, plus envie de faire les choses qui habituellement vous plaisent. Ça, c'est ce qu'on appelle l'asthénie. C'est une fatigue psychologique, morale, intellectuelle, tout ça à peu près. 70, la déréalisation, la sensation de brouillard, la sensation de ne pas être dans la réalité. Ça, ce n'est pas grave du tout. Réellement, je ferai une vidéo là-dessus. Ce n'est pas du tout grave. C'est extrêmement gênant, je le sais. C'est extrêmement perturbant. Vous avez l'impression d'être dans un putain de bad trip alors qu'il n'y a aucune raison. Ça peut vous prendre parfois en un claquement de doigts et parfois ça met des lustres avant de partir. Mais il n'y a rien de grave. En fait, votre cerveau est fatigué, mais vraiment fatigué, soit par rapport à un stress chronique, soit par rapport à un événement traumatique que vous avez vécu. Et en fait, pas forcément sur le moment, mais même plus tard, des jours, des semaines, des mois, des années après, il peut décider que là, il en a suffisamment, il en a ras-le-bol, et donc il se met en pause. Ce n'est pas une pause qui va vous faire vivre un quelconque danger, absolument pas. C'est juste qu'il va s'éloigner de la réalité en disant j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de prendre du recul par rapport à tout ça, foutez-moi la paix. Je ne suis plus là pour le moment. Ça n'est vraiment, vraiment pas dangereux. Et il en est de même pour la dépersonnalisation. Donc là, c'est la même chose. Moi, j'ai beaucoup moins d'expérience avec la dépersonnalisation, la déréalisation beaucoup plus. Voilà. Je suis désolée, je vois rien parce qu'il y a le soleil qui vient m'agresser. La déréalisation beaucoup plus, la dépersonnalisation beaucoup moins, mais en fait, c'est la sensation que l'on n'est pas soi-même, en fait, que l'on n'habite pas dans notre corps, que la personne qui vit ces expériences-là n'est pas nous. C'est très difficile à expliquer. Mais voilà, en fait, on a l'impression qu'on habite un corps qu'on ne connaît pas, ou que c'est pas nous, en fait, que la situation, c'est pas la nôtre. C'est très difficile à exprimer, mais là encore, vous n'avez aucun danger. Ensuite, le 72, ce sont les troubles alimentaires. Ça revient un petit peu à ce que j'avais dit au début, c'est-à-dire la prise de poids, la perte de poids, les nausées, les vomissements. Je sais que dans mon cas, lorsque je suis trop stressée, je ne mange pas. Mais ça peut m'arriver de ne pas manger pendant 3 jours. Je peux perdre, je sais pas combien. C'était combien les kilos que j'avais perdu. En 2009, c'était vraiment une très mauvaise période avec mon ex. Là aujourd'hui, voilà, ça c'est moi. Aujourd'hui, je me suis pesée, je fais 61 kg 8. Voilà, exactement. Et en 2009, ça allait très très mal. Je n'avais pas encore de troubles anxieux, du moins, il n'y avait rien qui le disait. J'avais pas pété les plombs, si on peut dire, pour schématiser. Mais ça allait vraiment pas. C'était dans une relation qui était extrêmement venimeuse, extrêmement toxique, qui m'empoisonnait la vie, l'esprit et tout. Je sortais pas. Et je ne mangeais plus du tout parce que j'étais vraiment tout le temps stressée et donc je vomissais c'est ce que je vous disais, jusqu'à 10 fois par jour. Dès que je mangeais, dès que je buvais, je vomissais. Donc au bout d'un moment, j'en avais marre, j'arrêtais de manger, ça allait plus vite. Au moins, j'avais plus besoin de vomir parce qu'au bout d'un moment, c'est fatigant. Et donc, comme je vous dis, là, je suis à 61,8 kg, donc on va arrondir à 62 kg. À cette époque-là, je ne mangeais tellement plus. Ça avait une espèce donc d'anorexie, mais pas une anorexie parce que je voulais maigrir, absolument pas, j'en avais strictement rien à branler. Mais juste au bout d'un moment, l'estomac se rétrécit et donc j'avais plus faim. J'étais passée à 48 kg. Donc vous m'imaginez avec 14 kg de moins. C'était pas beaucoup. Surtout que je suis à 1m70. Donc oui. Donc c'était vraiment pas beaucoup. Ma moyenne est 55 kg. Donc voilà, ça peut créer ce genre de choses. Ça m'est arrivé à d'autres moments en fait où j'étais tellement désespérée, donc c'est jamais arrivé aussi bas en fait. Mais donc oui, je pouvais plus manger parce que j'étais trop fatiguée, trop stressée, trop anxieuse, trop... Donc voilà. Et par contre, je sais que certaines personnes vont avoir tendance à manger pour essayer justement d'oublier. Et ça peut être un fonctionnement de la sorte. Le 73, dont j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, à la base je vous laisse vraiment séparer les deux choses, mais au final,
bah voilà, je parle trop. Ce sont les troubles de la libido. Comme je vous ai dit, lorsque l'on a des problèmes, lorsque physiquement et psychologiquement ça ne va pas, on n'a pas forcément envie ni de bander, ni de mouiller. Donc la libido est très fortement en baisse, voire complètement absente, que ce soit au niveau du désir, que ce soit au niveau des réactions physiques, ça se modifie. Et encore plus lorsque vous prenez des médicaments, puisque très souvent ils ont une incidence sur la libido. Le 74, c'est l'agoraphobie. Bah ouais, lorsque l'on fait des crises d'angoisse ou des crises de panique et lorsque l'on fait des malaises à savoir que l'on va être très mal, on ne veut pas se retrouver dans une situation où il va y avoir beaucoup de gens. Parce qu'on sait que ça va être beaucoup plus difficile de se sentir bien, de ne pas craindre. Moi, je n'ai pas cette gêne-là, mais je sais que beaucoup craignent la réaction des autres. Moi, c'est juste que je me dis, putain, il y a plein d'humains partout, j'arrive pas à respirer, comment est-ce que je peux les pousser? Et bref, c'est plutôt dans cette idée-là. Donc l'agoraphobie qui vous empêche donc de sortir de chez vous pour éviter de vous retrouver confronté à des zones où il y a beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'il faut encore là, le brain zap? Et bah 76, parce qu'en fait là j'ai fait une connerie, je sais pas pourquoi. Bon, ok. Donc 76, le manque de motivation. Bah ouais, lorsque vous allez pas bien, c'est comme le fait de baiser, hein. Vous avez autre chose à penser, donc bah toutes vos activités courantes, souvent elles passent à la trappe. Donc vous n'avez plus de motivation, ce qui est lié aussi avec l'asthénie. 77, obsession pour le futur, attente anxieuse. Donc ça oui, ça va vous arriver, enfin ça arrive très souvent, c'est la base en fait, de réfléchir tout le temps à ce qui va se produire dans le futur en fonction des choix qu'on va faire et essayer de réfléchir si on fait tel choix, à quoi ça va nous mener et si ça nous mène là et quel est le choix qui va se présenter et vous n'allez pas vous en sortir. Ça vous fait des trucs labyrinthiques et vous commencez à réfléchir et vous êtes un rat qui se perd dans un labyrinthe et vous en sortez jamais. Ça c'est très 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 compliqué et je le sais parce que ça c'est ce que je vis tout le temps, surtout pendant les périodes d'insomnie où j'ai rien d'autre à faire que de me tourner les pouces et de réfléchir parce que mon cerveau ne veut pas s'éteindre. Donc voilà, mais en tout cas ça c'est vraiment quelque chose de spécifique, c'est ce qu'on appelle l'attente anxieuse. 78, difficulté de concentration. Oui, c'est compliqué d'être concentré lorsque vous avez 12 milliards de trucs à gérer entre les soucis, les problèmes physiques et tout ça. Donc c'est quelque chose de très fréquent, les difficultés de concentration. Comme je vous ai dit, avec la symptomatologie d'Hardy en 88, 74% des gens souffrent du manque de concentration lorsqu'il y a des troubles de l'anxiété généralisée. Fatigue intellectuelle. Bah c'est pareil. Tout ça c'est lié en fait. C'est légèrement différent, c'est proche, mais je peux pas faire juste un point en fait. La fatigue intellectuelle, vous avez l'impression d'être toujours à bout, d'être toujours en train de réfléchir, vous avez l'impression d'être une cocotte minute qui va exploser parce que vous êtes toujours en train de réfléchir à 12 milliards de choses et c'est psychologiquement épuisant. Le 80, les ruminations. Donc on revient toujours à la même chose, là sauf que c'est pas forcément dans le futur, ça peut être dans le passé. Les ruminations ça va être de réfléchir aux choses que vous avez faites, ou que vous avez subies, ou que les choix que vous avez faits, et réfléchir à si on n'avait pas fait comme ça, qu'est-ce qui serait passé, et vous faites encore l'histoire du labyrinthe et des embranchements sans fin, à toujours essayer de trouver le comment ma vie serait si j'avais pas fait tel ou tel choix. Donc ça, la rumination, donc très liée avec la mélancolie, c'est quelque chose de très très présent. 81, diminution des performances intellectuelles. Donc comme la fatigue intellectuelle, vous êtes fatigué sur le plan mental parce que vous avez beaucoup trop de choses à penser et à réfléchir. Donc en fait, ça fait que même pour des tâches simples, vous avez beaucoup de difficultés à vous concentrer et à rester focalisé en fait sur une tâche qu'on vous demande ou que même vous souhaitez faire. C'est quelque chose de très présent. 82, ça je sais très bien ce que c'est. Difficulté à prendre des décisions. Et bah oui, si vous passez votre temps à essayer de réfléchir aux conséquences de vos actes futurs ou de vos potentiels actes futurs, le problème c'est que vous allez vous apercevoir que qu'importe l'embranchement que vous prenez, au final, il y aura toujours des merdes. Donc le problème, c'est que vous vous retrouvez face à plein de choix, et en fait, tous ces choix vous mènent de toute manière à des complications.
Et comme vous n'avez pas envie de vous retrouver à nouveau face à des complications, et ben vous vous retrouvez à ne pas savoir quoi choisir pour la suite des choses. Donc au final, ça ressemble un peu à de la procrastination parce que vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes bloqué puisque vous avez trop peur des conséquences que votre décision pourrait amener. Perte de la mémoire à court terme. Ça, je vais le lier avec le point 84, qui sont donc perte de la mémoire à court terme et difficulté à s'exprimer, chercher. Le problème, c'est que comme on a donc toute notre énergie qui est dépensée, je vois rien du tout en fait. Je ne vois plus, j'ai le soleil en plein dans la gueule. Je vais voir si comme... Non, c'est pire. Ok, on retourne encore. Je vais me casser la gueule parce que là, je suis vraiment sur le bout du lit. Ok. On cherche nos mots. Bah oui, pourquoi? Parce qu'on a plein de choses en tête. Et donc en fait, il y a tout qui se bouscule au portillon. Donc, eh ben on sait plus. Et puis de toute façon, on est tellement fatigué, on est tellement épuisé intellectuellement qu'on n'arrive absolument plus à choisir ces mots, on n'arrive plus à trouver la meilleure décision, le meilleur terme approprié, enfin toutes ces conneries-là. Donc difficulté à s'exprimer. Et la perte de mémoire à court terme, des fois c'est assez étrange. Je me rappelle une fois, c'est dans notre ancien appartement. D'un coup, je me retourne, je me dis merde, je fous quoi là? En fait, j'étais juste à côté de la cheminée et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu une sensation de, vous savez, de déjà vu. En fait, c'est juste le cerveau qui met une fraction de seconde avec les yeux et donc ça fait que il a l'impression qu'il l'a déjà vu ou machin. Moi, ça a été l'inverse en fait. C'est qu'il a pas calculé que je m'étais tournée et donc je me suis retrouvée à me dire mais je suis où là? Et c'est extrêmement troublant, extrêmement. Ça désarçonne vraiment. D'un coup, une perte totale de repère. Et, et en fait, je savais pas où j'étais. C'est revenu, hein, bien sûr, mais c'est vraiment très flippant en fait. Ça, ouais, c'est flippant. Voilà, je perds mes mots. Mais j'ai soif. Ensuite, 85. La labilité émotionnelle. Ça, c'est mon doc. Merci, doc. D'ailleurs, je pense que vous allez voir la vidéo, doc. Quoique non, là, au bout d'un moment, vous allez plus avoir le temps. L'habilité émotionnelle, c'est le fait d'être extrêmement... c'est difficile à expliquer. Ah merde. Là, je cherche mes mots, vous voyez. Mais c'est juste parce que l'habilité, il faut que je trouve un synonyme et je n'arrive pas à le trouver. C'est le fait d'être extrêmement expressif au niveau de ses émotions, justement. En dire beaucoup, en dire trop, ne plus réussir à s'arrêter, en fait, être une putain de cascade. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Et au niveau émotionnel, dans ce cas-là, c'est qu'en fait, on va se retrouver avec limite lunatique, à changer d'émotion très vite, très rapidement, à se perdre, à aller trop fort dans chaque émotion. C'est-à-dire que, voilà, quand on va être triste, on va pas être triste de manière normale, mais on va l'être puissance 10. Quand on va être heureux, bon, ça n'arrive pas trop, mais ok, quand on a la rage, ça va être fois 1000, on va avoir envie d'égorger tout le monde. Voilà, c'est ça en fait, c'est l'excessivité, ça se dit pas, mais ça se dit, émotionnelle en fait, de vos ressentis, de vos émotions. Point important, enfin plusieurs points importants. 86, possibilité de dépression. Bah ouais, au bout d'un moment, quand... En fait, si je dois faire un petit schéma, alors regardez. Ici, vous avez la dépression. Ici, vous avez la norme. Et ici, vous avez l'état anxieux. En fait, la dépression et l'état anxieux, ils sont à l'opposé. Et au milieu, vous avez la norme, si on peut dire. Au bout d'un moment, à force d'être toujours là, donc vous êtes toujours ultra tendu, tout le temps en train de gigoter, tout le temps en train de machin, donc vous êtes tout le temps à bout en fait. Il y a des moments en fait où votre corps il en peut plus. Et en fait, toute son énergie, elle est partie. Et elle passe un moment au stade normal et elle se casse la gueule vers le côté dépressif. Parce que à force de vouloir lutter contre tout et tout le monde tout le temps, eh ben on n'est pas des surhommes, hein, donc on peut pas. Donc oui, ça arrive que on désespère, que physiquement, psychologiquement, intellectuellement, tout ça, on n'arrive plus à suivre et donc ça tombe dans la dépression. Ou alors une accumulation de merde et on se dit oh putain, encore tout ça, en plus de tout ce qu'il y a déjà à côté, c'est pas possible et on craque.
Donc oui, possibilité de dépression, ça arrive très souvent, le trouble anxio-dépressif. Trouble anxio-dépressif somatiforme dans mon cas. 27. Possible idée ou geste suicidaire. Ça, il faut faire donc très attention parce que oui, surtout au tout début, lorsque l'on n'est pas pris en charge, ou lorsqu'on est mal pris en charge, et lorsque l'on ne comprend pas ce qui nous arrive, et potentiellement lorsque l'on a un traitement médical qui nous fait plus de mal que de bien, il est possible en fait de se retrouver face à des envies suicidaires, puisque on se dit putain, mais si c'est pour que ma vie entière soit comme ça, autant que je me flingue maintenant, c'est pas possible. Donc faites très attention, que ce soit pour vous ou que ce soit pour les personnes qui vous sont proches et qui souffrent de ça. C'est très très important. Ne prenez jamais à la légère les problèmes liés au suicide. Même si vous avez l'impression que la personne fait ça pour le bluff, on ne sait jamais. Le 88, c'est l'anticipation permanente. Donc ça se rejoint avec l'hypervigilance et avec l'obsession pour le futur étant anxieuse. C'est toujours, on est préparé à ce qu'il se passe une nouvelle merde. Je sais pas moi, vous allez partir exprès en avance parce que vous êtes sûr que votre putain de métro va être coincé, ou alors vous allez vous dire que vous allez en voyage et puis que vous allez vous retrouver sans médoc parce qu'on va vous les perdre dans les valises, enfin toutes ces choses-là. Vous allez en permanence essayer de réécrire le futur, sauf qu'on ne peut pas réécrire le futur, il n'existe pas encore. Donc ce n'est pas possible. Ou alors peut-être dans une histoire de dimension, mais ça j'en sais rien, c'est pas mon domaine. Donc l'anticipation permanente, c'est extrêmement chiant parce que vous allez créer des scénarios en permanence. Ou des scénarios pour ceux qui veulent les pluriels italiens qui finissent par i. Mais au niveau de la langue française, ils sont pas d'accord là-dessus. Donc chacun fait sa propre école. Le point 89, c'est l'hypersensibilité des sens. Le bruit, le toucher, la vue, l'odeur. On a tendance à tout ressentir de manière beaucoup trop forte. Et c'est c'est épuisant en fait. Vous êtes... C'était quand? C'était hier, on était dans le bus. Et d'un coup, je sens une odeur. Je suis comme ça, en train de renifler partout. En fait, je sentais l'odeur du doc. Donc, comme on était juste devant, alors, soit j'ai halluciné, ce qui est fortement possible, soit quelqu'un sortait de son cabinet et était dans le bus. Mais je reconnais les gens à leur odeur. Je suis un plebs, c'est une catastrophe. Et dans la rue, dès que je sens une odeur de bouffe qui m'intéresse, je renifle, je réfléchis. Ah, alors ça, c'est ça et ça. Cherchez pas, je ne suis pas un chien. Je suis juste barjot, c'est pas grave. Mais donc oui, vous avez les sens qui sont hypersensibles et c'est très très fatigant. Et tout ça, c'est lié à l'hypervigilance en fait. Pourquoi? Parce que imaginez, vous êtes un homme des cavernes, vous avez toujours votre lion qui vous court après, vous vous reposez parce que vous êtes fatigué quand même, des fois il faut bien dormir. Et bah si vous faites pas gaffe au son, à la vue, à tous ces trucs-là, votre lion il va vous bouffer pendant que vous allez dormir. Donc c'est normal. 90, les sautes d'humeur. Bah ouais, lorsque vous passez votre temps à alterner le bien, le pas bien, le très très pas bien, le très 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 pas bien, bah évidemment vous sautez d'humeur. Parce que bon, quand vous allez bien, vous vous sentez content. Parce que ça fait du bien de se sentir bien. Donc voilà, vous allez faire un peu les montagnes russes au niveau émotionnel. Tendance à la dépendance. Oui, alors ça c'est important, mais ça c'est pas valable que pour les troubles anxieux, c'est valable pour tous les problèmes psychiatriques. C'est que les dépendances à l'alcool, aux médicaments, aux drogues, même les dépendances affectives, mais la dépendance affective, on va dire que c'est plus l'origine que la finalité, sont des éléments qui sont très très importants chez les personnes ayant des troubles mentaux. Pourquoi? Parce que simplement on va essayer de se défoncer la gueule pour aller mieux tout simplement, pour éviter d'être trop mal. Donc moi dans mon cas c'est les médicaments, puisque je ne bois pas d'alcool et que je ne prends pas du tout de drogue hormis la nicotine. Mais oui, vous avez énormément de personnes qui ont des polydépendances parce que justement elles vont pas bien et elles veulent absolument anesthésier en fait tout leur ressenti, leur cerveau et tout ça, et être le moins présent possible. Donc faire très attention à ça au même titre que
l'approche suicidaire, ce sont des choses qui ne sont pas à prendre à la légère. 92, irritabilité liée aux douleurs ou au malaise. Donc c'est ce que je vous disais en fait, lorsque vous êtes... Donc l'irritabilité, toujours selon la symptomatologie d'Hardy de 1988, c'est 74% des personnes ayant un trouble anxieux qui souffrent de l'irritabilité. Donc oui, lié aux douleurs et à tout ça, lorsque vous êtes en permanence assailli de douleurs, vous perdez patience, donc vous envoyez chier tout le monde en un claquement de doigts. 93, doute sur ses capacités. Au bout d'un moment, lorsque vous avez perdu les capacités que vous aviez avant, que ce soit au niveau intellectuel, au niveau physique, au niveau de tout ce que vous voulez, oui, vous commencez à douter parce que vous vous dites putain, mais je suis devenue quoi? Je suis devenue juste une grosse merde en fait. Je suis pas capable de sortir de chez moi, je suis pas capable de sortir du lit, je suis pas capable de faire tout ça. Ça, c'est très difficile à accepter. Et je sais toujours pas exactement comment est-ce qu'on est censé accepter ce changement et tout ça. Donc, bien évidemment, ça se lie à la perte de confiance en soi et en celle des autres. Lorsque vous êtes incapable de faire quoi que ce soit, que vous n'arrivez même pas à comprendre votre putain d'état d'esprit et le fait que ce soit psychologique et non physique, vous perdez confiance en vous parce que vous avez l'impression que vous vous trahissez vous-même, que votre corps et votre esprit sont même pas capables d'aller dans le même sens pour vous faire vous sentir bien. Donc, vous perdez confiance en vous et vous perdez confiance en les autres parce que vous avez l'impression qu'ils ne peuvent pas vous aider, vous avez l'impression qu'ils ne vous comprennent pas, vous avez l'impression de plein de choses. Mais donc il y a une très forte perte de confiance en soi, en ses capacités, dans le genre humain, dans plein de choses en fait. 95 et 96, je vais les lier, ça ira plus vite parce que la vidéo est déjà très 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 longue. C'est l'hypocondrie et la nosophobie. Il y a une différence entre les deux. L'hypocondrie, vous êtes persuadé d'être déjà malade, et la nosophobie, vous êtes terrifié à l'idée d'attraper des maladies. La nosophobie, on appelle ça aussi la phobie de l'élève en médecine. C'est-à-dire que très souvent, les élèves qui sont en école de médecine finissent par avoir une phase de nosophobie. C'est-à-dire qu'ils vont être terrifiés à l'idée d'attraper des maladies. Mais pour autant, nous ne sommes pas persuadés d'être malades. C'est juste une peur, donc pareil encore de l'anticipation. L'hypocondrie, il n'y a pas cette histoire d'anticipation, on est persuadé d'être déjà malade. Voilà. Mais en tout cas, ce sont des choses qui sont très 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 présentes. Et il faudra que je vous en parle dans une nouvelle vidéo destinée à ça. 97, donc ça c'est toujours au niveau de l'entourage, sentiment d'incompréhension de l'entourage. Je le sais parce que je l'ai vécu, non pas lorsque moi ça allait pas, mais lorsque mon ex-meilleure amie n'allait pas. Je la voyais ne pas aller, mais je ne comprenais pas. Elle partait complètement en couille dans tous les sens, le délire. Je n'avais jamais entendu parler de ma vie de trouble anxieux, je n'avais jamais fait de crise d'angoisse, ni de crise de panique, ni tout ça. Et je la voyais au fil du temps devenir de moins en moins logique, de moins en moins saine d'esprit. Je la voyais complètement hypocondriaque et honnêtement je me suis dit merde, elle est devenue folle. Et donc d'un point de vue extérieur, je ne comprenais absolument pas ce qui se passait, mais vraiment pas. C'était incompréhensible. Et lorsque ça m'est arrivé quelques mois plus tard, j'ai pu me rendre compte que oui, l'entourage ne comprend pas. Pourquoi? Parce que si on ne vit pas ce genre de choses, on ne peut pas le comprendre. Ce sont des émotions, des sensations, des ressentis, des modes de pensée qui ne sont pas réellement explicables avec des mots. Même là, avec une vidéo qui fera plus d'une heure, ceux qui n'ont jamais vécu ça ne pourront pas ressentir les effets que nous avons, les personnes qui souffrent de troubles anxieux, réellement. Et je vous assure que passer de témoin qui ne comprend pas la situation à acteur qui n'est pas compris, je peux vous assurer que ça fait vraiment mal au cul parce qu'on se dit que putain, on a vachement de regrets et de remords par rapport à ce qu'on aurait pu et ce qu'on aurait dû faire avec la personne qui a souffert au préalable. Donc voilà. 98, sentiment erroné de devenir fou et sentiment erroné de mourir. Les troubles de l'anxiété généralisée, les troubles paniques, tout ça, ce sont des troubles du comportement. Donc en fait, ce n'est absolument pas une maladie mentale. Ça, c'est très important à le savoir. En fait, si c'est un comportement, c'est donc quelque chose qui a été appris. Votre cerveau, par rapport à différents traumatismes, par rapport à différentes expériences complexes et fatigantes et usantes et dérangeantes,
a fini par apprendre qu'il fallait éviter telle et telle chose, qu'il fallait réagir de telle et telle manière, et donc en fait ce sont des schémas complètement appris. Inconsciemment, bien évidemment, vous vous êtes pas amusé, et je ne me suis pas amusée à apprendre des trucs qui allaient me faire mal, que ce soit au niveau physique ou mental, pour me plaindre ou pour j'en sais rien. Non, ça m'est tombé sur la gueule, j'avais pas du tout envie de ça. Franchement, si je pouvais récupérer ces 7 putains d'années que j'ai complètement paumé, je ferais tout. Je serais capable de... Je sais même pas. Mais récupérer toutes ces années qui sont complètement foutues en l'air, je serais pas prête à donner sans doute un bras, et sans doute le droit, je suis droitière. Mais non, c'est pas... C'est pas du tout enviable comme truc. Non. Et surtout que c'est en permanence, c'est tout le temps. Vous n'avez pas de répit, vous n'avez pas de... C'est très difficile à tolérer. Mais donc vous ne devenez pas fou. Lorsque l'on devient fou, on s'en rend pas compte. Donc c'est pas ça. Parce que là, vous avez parfaitement conscience en fait que ça va pas. Si vous étiez psychotique, si vous étiez schizophrène, si vous étiez machin, vous sauriez qu'il y a des choses qui vont pas, mais vous auriez pas l'idée de vous dire ah je suis en train de devenir fou. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ma mère ou mon frère, quand ils pètent les plombs parce qu'ils sont bipolaires et qu'ils nous font un virage maniaque, non, ils sont pas en train de se dire je suis en train de devenir fou. Non, ils sont en train de psychoter sur leurs trucs, sur leurs idées. Tiens, je vais foutre le feu à la baraque, ou tiens, je vais faire ci, ou tiens, je vais faire ça, tiens, je vais écrire une thèse. Non, ils pensent pas qu'ils deviennent fous. Ils veulent aller au bout de leurs idées, c'est tout. Donc c'est très différent. Donc vous ne devenez pas fou, et surtout non, vos crises d'angoisse et vos crises de panique et vos crises de tétanie si vous voulez ne vont pas vous tuer du tout. Il n'y a pas de risque, je vous assure. Sinon je serais morte un paquet de fois depuis 7 ans. Le 99, peur et phobie irrationnelle, est très souvent nouvelle. Depuis ces dernières années, depuis donc que j'ai pété les plombs, oui, parce que même si je deviens pas folle, ça change pas qu'il faut bien que je trouve un terme pour le début de mon pétage de plomb. Donc c'est quand j'ai pété les plombs, quand je suis devenue folle. Même si, dans les faits, ce n'est pas ça. C'est un trouble du comportement et pas une pathologie psychiatrique. Où est-ce que j'en étais ? Oui. Donc, très souvent, on va avoir des nouvelles peurs et de nouvelles phobies qui apparaissent comme ça, sans raison. Avant, j'avais rien à cirer de prendre l'avion. Et ben maintenant, c'est juste un putain d'enfer. Avant, j'en avais rien à cirer de quoi de quoi je flippe maintenant. Bref, j'en sais rien. Et en tout cas, oui, ça crée énormément de nouvelles phobies, de nouvelles terreurs, de nouvelles peurs qui n'étaient pas là avant et qu'on ne s'explique pas. Et c'est très difficile à rationaliser, vraiment. Le sang, isolement de l'entourage, du travail, tout ça. Vous arrêtez d'aller en cours, vous arrêtez d'aller au boulot, vous arrêtez de voir vos amis. Vous vous enfermez chez vous, vous enfermez là où vous vous sentez le mieux dans votre cocon. Ça, c'est très présent. Voire carrément la clinophilie, qui est le fait de refuser catégoriquement de sortir de son lit. 101, maladresse, lâcher les choses, se cogner et tout. Bah ouais, vous êtes fatigué, donc vous n'êtes pas concentré, donc vous avez tendance un peu à faire n'importe quoi. C'est très courant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, juste vous avez tendance à avoir beaucoup de peu sur les jambes. Et à vous cramer quand vous faites à bouffer. 102, accentuation des troubles au changement de saison. Alors ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas forcément à comprendre, mais en tout cas, pour en avoir parlé à de nombreuses raisons avec le doc, et l'avoir vu sur des forums, c'est quelque chose qui est là. Au changement de saison, vous allez avoir très souvent une accentuation de vos troubles qui vont arriver. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais c'est un fait. 103. Excitabilité générale, fébrilité, agitation. C'est pareil, ça fait partie des troubles très courants en fait, des anxieux. Vous allez passer votre temps à réfléchir à machin, à truc, à essayer de faire les 12 milliards de choses, souvent dans votre tête, pas dans les faits parce que vous êtes trop fatigué, mais à parler très vite par exemple, ou à parler avec les mains, avec tout ça. Vous arrêtez pas, c'est comme ça. Le 104, ce sont les tics, donc par exemple se ronger les ongles,
Voilà. Pour d'autres personnes, ça va être s'arracher les cheveux ou s'arracher les cils, ou ça va être, moi par exemple c'est fumer. Je l'inclus quand même dans l'éthique parce que c'est un geste. Donc ça c'est très courant aussi. Le 105, difficulté dans les actions quotidiennes. Donc oui, ça c'est... Donc là on peut le rapprocher de l'agoraphobie, de la clinophilie, de tous ces trucs-là, la phobie sociale qui se déclenche très souvent. Vous êtes tellement usé, tellement fatigué, tellement anxieux, tellement tout ça, qu'en fait il va y avoir un profond retentissement dans votre vie privée, dans votre vie sociale, dans tout ça. Vous allez plus oser rentrer dans les magasins, vous allez plus oser voir des amis dans des environnements bruyants, vous allez plus oser partir en voyage, vous allez plus oser... Il y a plein de choses qu'on va plus oser. En fait, on vit dans une prison, c'est juste horrible. On se met des barrières en permanence pour tout, qui sont en fait des techniques d'évitement, qui en fait nous nient complètement notre vie. Surtout qu'une bonne partie d'entre nous sont quand même très jeunes, voire très jeunes. Et en fait, on se gâche complètement l'existence à se mettre des barrières absolument partout, parce qu'on a peur. En fait, on vit dans la peur, on vit dans une prison de peur, et ça ruine complètement notre existence au quotidien. Donc ça, c'est très compliqué à gérer. Et enfin, le dernier point, parce que de toute façon, j'ai plus de gorge, j'ai mal à force de parler depuis plus d'une heure. Je savais que ça allait être très long, mais je pensais pas à ce point-là. Le dernier point, c'est l'anxiété somatisée. Donc, vous allez avoir le trouble anxieux généralisé, bien sûr. Donc, votre cerveau fonctionne à 1000 à l'heure et il y a somatisation. C'est-à-dire que cette douleur intellectuelle, morale, psychologique, émotionnelle va se traduire par des douleurs physiques, par des troubles articulaires, par des troubles musculaires, par des troubles cognitifs, par différents troubles. Et ça va vous pourrir la vie. Donc voilà. Je pense à peu près avoir fait le tour de tous les trucs qui déconnent lorsque l'on a des troubles anxieux généralisés, troubles paniques. Je n'ai pas fait le distinguo entre les différentes symptomatologies. Enfin non, pas symptomatologie, mais entre le trouble anxieux, le trouble panique, le syndrome de stress post-traumatique, l'agoraphobie, la phobie sociale, tous ces trucs-là, je ne l'ai pas fait parce que ça mérite une autre vidéo. Là, je voulais juste vous parler, enfin juste, je crois que c'est la plus longue vidéo que j'ai faite de toute ma vie, de tous les symptômes en fait que le trouble d'anxiété généralisé donne. Et je pense que c'est déjà pas mal. J'espère que vous avez réussi à tenir jusque-là. Honnêtement, je n'y crois pas, mais c'est pas grave. Pour ceux qui l'ont fait, je vous félicite. Parce que même moi, je me serais pas... Enfin, de toute façon, je regarde pas les vidéos, mais même si je le faisais, je pense que je ne me serais pas écoutée jusque-là. J'espère en tout cas que ça vous aura apporté des réponses. Si vous pensez avoir un trouble de l'anxiété généralisée, trouvez un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute, quelqu'un en qui vous ayez confiance, votre médecin généraliste, pourquoi pas, et cherchez de l'aide au plus tôt. Pourquoi ? Parce que plus vous restez dans cette situation sans être suivi, sans être compris, sans être aidé, sans être traité, plus ça va s'enfoncer profondément en vous et plus ça va être difficile de s'en sortir. Donc prenez votre courage à deux mains, filez-vous un coup de pied dans le cul et prenez-vous en charge. Et arrêtez de psychoter à imaginer que vous avez 12 milliards de maladies. La majorité des cas, ce n'est pas ça. Vous avez juste pété un plomb parce que votre vie, c'est de la merde. En gros, c'est ça. Et qu'à force d'accumuler, il a bien fallu que ça fasse chpunk. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Si j'ai encore de la voix, je suis pas sûre du tout. Et je vais publier la vidéo dès que possible, donc je pense dès ce soir. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir.